Thank you. You correct by yourself. I was not Mrs. Agnès Buzyn before, and I am not Mr. Kumar today now. Hein? I'm Armand Jean-Pierre. Hein? That's clear for everyone. Okay, so I just present you the health program we have in France. Now I'm going to focus a little more about the new drugs we are developing in oncology, and especially in the cancer center Gustave Roussy, which is the biggest cancer center in Europe, and that's where I am working today. So this is the campus. This is the cancer center. So when you will visit us, you will see the place. It's in south of Paris. And just one slide. Just yesterday, my friends talked about cardiovascular disease, and everyone is looking who is the first. Cardiovascular, the first killer, or cancer? I would like to be the second. And I do my best to be the second because I'm trying to improve prevention, early screening, and treatment. So I hope that in 3 years, when we will be back here, we will be the second in killer with cancer, and the cardiologist will be the first. The world is the same. We discussed that the fact that in India and in France, we don't have exactly the same cancer, but we have the lung cancer, we have the colonic cancer, we have the same type of cancer. So the cancer burden is similar in a lot of places. Pardon, je parle français. Ah, ça c'est du français. C'est un philosophe français qui a dit au XVIIe siècle: les docteurs sont des hommes, c'était des hommes à l'époque, maintenant c'est des dames, qui prescrivent de la médecine qu'ils ne connaissent pas, pour traiter des maladies qu'ils ne connaissent pas, pour des hommes et des femmes qu'ils ne connaissent pas. C'était le XVIIe siècle. Maintenant, on connaît un peu mieux le médicament, la maladie et un peu mieux les hommes. Mais les progrès ne sont pas si extraordinaires que ça. Et cette parole du philosophe est quand même dans la pensée de tous les cancérologues actuellement. Le président de la Fondation m'a dit que j'avais 1 seconde pour faire ma publicité. C'est la publicité de mon institution. Le Centre du cancer de Paris, Gustave Roussy, est indiqué là. 3000 employés, budget 300 millions, 50 000 malades traités et une recherche importante. Et dans cette recherche, il y a un domaine, Dr Pratt, qui est important, qui est le département d'innovation thérapeutique, le département des phases 1. Et dans le nouveau centre du cancer que vous allez construire, qui va être construit dans 2 ans, il faudra que ce domaine soit un domaine privilégié, parce que je crois sérieusement que dans les années à venir, l'Inde, qui est une fantastique usine pour fabriquer des médicaments, des copies, demain va fabriquer des médicaments propres à l'Inde et qu'il faudra les développer. Et je voudrais que la France et le centre de Paris travaillent avec le centre de Delhi du cancer pour développer ces nouveaux médicaments. Alors la découverte d'un médicament passe par toutes ces étapes, là. La découverte, formulation, jusqu'à la phase 3. Mon domaine d'expertise, c'est la phase 1, la dernière souris et le premier malade. Et je crois qu'un bon docteur, avec une molécule nouvelle, inconnue, peut vous dire sur 100 malades, tout de suite, si la molécule va devenir un médicament. La phase 3, randomisée, c'est régulatoire. Pepsi-Cola contre Coca-Cola. Ce n'est pas notre domaine, c'est du domaine régulatoire. L'apport du cancérologue, la valeur ajoutée, c'est le développement précoce et on peut très facilement manquer une molécule. Je vais vous montrer les explications. Alors, un élément important dans tous les progrès de la médecine, ça a été les outils, et pas forcément les concepts. Et en cancérologie, l'outil qui a été essentiel, c'est le microscope. C'est une lunette astronomique à l'envers
qui a permis de voir sur la même tumeur qui existait au XVIIe siècle que c'était un cancer et que ce n'était pas un squire syphilitique ou tuberculeux. Eh bien, actuellement, l'outil qui transforme notre connaissance de la maladie, c'est au-delà du microscope, la biologie moléculaire. Il nous amène à voir les maladies d'une manière complètement différente, à reclasser les maladies, pas en fonction de l'organe d'où elles sont parties, mais en fonction du profil génomique de la tumeur. C'est un bouleversement qui a une contrebalance, le fait qu'on aura des médicaments, grâce à ça, qui seront ciblés, et on parle de médecine personnalisée. Un exemple, le cancer du sein. Le cancer du sein, entre 1980 et 2010, la première chose que vous connaissez en Inde et qu'on connaît en France, c'est que le prix a augmenté de manière considérable. 100 € contre 300 000 € par patient et par année. Deuxième chose que l'on découvre, c'est le fait que chaque période a amené de nouveaux médicaments, mais que la caractérisation biologique et moléculaire des tumeurs a amené des nouveaux médicaments qui sont une révolution dans le cancer du sein. Et hier, on parlait avec le docteur Pratt de l'herceptine pour les malades positifs qui étaient des malades très graves et qui ont vu leur pronostic changer radicalement. C'est un progrès de l'innovation. Alors, en France, on a fait de l'innovation et le Taxotere, c'est pour moi le dernier médicament du XXe siècle. Il a été inventé par un homme qui est le pharmacien que je vous ai montré là. Sa femme avait un cancer du sein et cet homme chimiste a décidé de découvrir des médicaments. Il a trouvé 2 médicaments français. Le premier, c'est le Taxotere, le deuxième, c'est la Navelbine. Et avec ces découvertes, cet homme a ramené, grâce au brevet, beaucoup d'argent à la recherche française. Et il était très humble. Il disait, qu'est-ce que je fais? Je récupère dans le jardin du bon Dieu, in the garden of God, des plantes. Et qu'est-ce que je fais, moi, l'homme, le chercheur? Je fais de l'hémisynthèse. C'est-à-dire, je modifie ce qui existe dans la plante et je fais un médicament. Il était très humble et il a fabriqué 2 médicaments dans sa vie qui sont dans le monde entier, que vous avez en Inde actuellement. XXe siècle, il y a eu plusieurs cancers et j'ai participé au développement du Taxotere, de la Navelbine, du platine, oxaliplatine, on reviendra sur le professeur Maté, de irinotecan et d'autres médicaments. Et le problème majeur, c'était la toxicité. Les médecins n'ont jamais inventé un médicament, les cancérologues. Ils disent qu'ils sont à l'origine du médicament, c'est faux. Le rôle du médecin en cancérologie, c'est de prendre un poison, de transformer la dose, de modifier le schéma et d'en faire un médicament. Mais c'est pareil pour les cardiologues. Mes amis d'hier connaissent la digitale. C'est en modifiant les doses qu'ils ont pu fabriquer un vrai médicament qui a été critique. C'est pareil en cancérologie. La proximité de la toxicité est très proche de la toxicité létale. C'était le XXe siècle, on est dans le XXIe siècle. Et pour moi, cette molécule, le Glivec, qui cible un gène de fusion sur le chromosome Philadelphie, est la première découverte basée sur un rationnel très intelligent qui fait commencer l'époque du XXIe siècle et des médicaments ciblés. C'est le Glivec dont on a parlé tout à l'heure dans l'intervention de mon prédécesseur. Ah, j'ai peut-être un petit problème. Oui. OK, ça va marcher. Alors, il y a 2 types de médicaments ciblés. On les a un peu énumérés tout à l'heure. J'ai ma classification. Les premiers, c'est pour moi les mammouths, les éléphants. C'est des grosses molécules qui sont les anticorps monoclonaux. Et vous avez toutes leurs qualités ici qui sont indiquées. Ils sont difficiles à faire. Et l'Inde, qui copie tous les médicaments du monde, a de la difficulté à fabriquer de l'herceptine. On doit l'acheter parce que c'est un médicament difficile.
Les génériques sont très difficiles à installer. On les donne par voie intraveineuse et leur développement est précoce. Je ne croyais pas tellement aux éléphants quand j'ai fait le développement et ça a fait la fortune de la grande compagnie Roche qui a inventé beaucoup de ces médicaments. Vous les avez ici. Le plus connu actuellement dans le cancer du sein est l'Herceptine. Et voilà le développement qui s'est passé depuis 1997, la fin du XXe siècle, et 2014. Vous voyez que pratiquement chaque année, il y a un nouveau médicament. Actuellement, quand les gens découvrent une cible, ils fabriquent un monoclonal en face pour qu'il puisse devenir un médicament. Et on est dans une situation qui est bien différente de celle qu'on avait avec la pénicilline. Louis Pasteur, le français, a découvert les bactéries et les microbes. Et 50 ans après, 50 ans, un demi-siècle après, Fleming a découvert la pénicilline. Il a fallu 50 ans entre la cible et le médicament. Actuellement, en cancérologie, quand on a une cible que l'on découvre, pratiquement un malade a accès au médicament 5 ans après. Il y a une accélération de la découverte et de l'innovation qui est extraordinaire avec ces thérapeutiques ciblées. À côté des éléphants, des grosses molécules, il y a les renards. Les renards sont des petites molécules, j'aime bien, parce qu'elles vont partout, elles rentrent dans le cerveau, elles vont à l'intérieur de la cellule, et ces molécules sont un gros travail intellectuel, beaucoup plus difficile que celui des monoclonaux. Par contre, ils ont un avantage en Inde, c'est que vous pouvez faire des copies, le Glivec est comme ça, vous pouvez le copier dans la cuisine à côté, c'est très facile, et vous avez des médicaments très faciles à faire. Ils ont un petit ennui qui est celui de l'adhérence ou de la compliance thérapeutique, parce que, comme ils sont souvent par voie orale, le suivi thérapeutique n'est pas forcément optimal, et vous avez ici la liste des médicaments qui sont apparus. Alors, dans ces médicaments, il y en a sur lesquels j'ai travaillé et qui sont des exemples. Vous en avez un, j'ai traité les 30 ou 40 premiers malades au monde parce que personne ne croyait à ce médicament qui a été découvert par une petite biotech américaine qui s'appelle Sugen. Et c'était le 3e médicament. Les 2 premiers avaient échoué. Et personne ne voulait travailler avec ce médicament. Ils sont venus à Paris. On a pris le médicament et sur un développement clinique original, on a fait de cette molécule un vrai médicament. Et avec 40 malades, je savais que cette molécule deviendrait un médicament et c'est devenu très vite un médicament. On pouvait enregistrer en France, j'ai montré 3 exemples, des médicaments en phase 2, pas en phase 3, avec l'approbation de faire après la phase 3 en développement. Et le Sugen, nous savions que c'était un médicament avec 30 malades déjà installés. Ce qui veut dire que la phase 1, le moment où on traite les 20 ou 100 premiers malades, vous raconte toute l'histoire du médicament. Et là, vous avez 3 exemples de médicaments qui ont quitté la dernière souris et qui ont été proposés à 30 malades. Ce que vous avez ici, ça s'appelle une cascade. Chaque fois qu'on a un trait en dessous de la ligne des abscisses, ça veut dire que la tumeur a diminué. Quand la ligne est en haut, c'est que la maladie a progressé. Et vous voyez qu'avec cet inhibiteur de BRAF, il y a pratiquement 95% des malades qui répondent quand la mutation existe. C'est fantastique. Vous savez déjà qu'avec ce petit groupe de malades bien identifiés, vous avez un médicament, c'est le cas du mélanome. 2e exemple, maladie rare, le cancer du poumon qui a une mutation ALK. 4% des malades qui ont du poumon, cancer du poumon. Et vous voyez que quand on a cette mutation, cette translocation ALK, on a 95 des malades qui répondent. On est dans une situation qui est complètement différente de l'histoire du taxotere tout à l'heure. On est sur des molécules ciblées où la réponse, si la cible est bonne, si la mutation est un driver, est un conducteur du process, vous avez toutes les chances d'avoir un résultat. Alors voilà l'exemple, par exemple, BRAF mutation, un mélanome
métastase cutanée. 15 jours après, l'épuisement sur ce PET scan de l'activité tumorale de pratiquement tous les sites. Quand vous êtes cancérologue et que pendant 20 ans, vous avez vu les échecs de la chimiothérapie, découvrir une molécule qui en 15 jours a ce résultat, c'est extraordinaire. Mais le problème est difficile avec ces renards, ces toutes petites molécules, c'est que vous avez ici un malade qui a 10 kg de tumeur sous la peau. Vous lui donnez un traitement et 15 semaines après, parfait, il a gagné du poids, il mange bien, toute la tumeur a disparu. Vous êtes heureux, vous croyez qu'il est guéri, et finalement, après 23 semaines, vous avez une situation qui revient identique à elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Le médicament est toujours là, la dose est toujours là, le malade le prend bien, mais la plasticité de la cellule tumorale a fait que, à la place de la mutation BRAF qui commandait la première maladie, on a une deuxième mutation, c-MET, qui est différente et qui fait repartir la maladie. On est donc dans une situation difficile et actuellement, avec les molécules ciblées inhibiteurs de tyrosine kinase, on a deux types de cancers. Les cancers très stupides, qui sont à gauche, ils ont une seule mutation. Peu de mutations et la thérapeutique unique est active et la résistance est rare. C'est le cas de EGFR, IRESA par exemple, dans certains cas. Et puis vous avez les cancers très malicieux, très plastiques, qui s'adaptent énormément, qui ont plusieurs mutations, qui ont une charge de mutation importante et qui vont nécessiter une succession de médicaments pour chaque intervention, soit concomitants au début, soit successifs dans le temps. Donc, une situation qui a un effet symptomatique, mais dont l'effet sur la survie est limité. La phase 1 est le moment essentiel. Elle vous dit pratiquement tout ce qu'il faut savoir sur un médicament. Il faut choisir le bon malade, il faut compter sur le hasard, serendipity, et il faut bien choisir la cible vulnérable. Je vous ai présenté le programme français tout à l'heure de l'accès aux nouveaux médicaments. La France a créé 16 centres de phase 1 partout en France. Le plus important est à Paris, c'est certes, c'est là où il y a la plus grande gamme. Nous avons 60 molécules en développement au même moment pour les phases 1. Mais vous pouvez avoir en France, où que vous soyez, accès à des nouvelles molécules et à un criblage de biologie moléculaire. Alors voilà, quand j'ai créé en 1985 cette unité, c'était le professeur Tubiana, membre de l'Académie de médecine, qui m'avait demandé de quitter Toulouse pour créer ce centre. Il y avait très peu de malades. Et mon successeur, Jean-Charles Soria, c'était mon élève et maintenant c'est mon patron. Mon successeur a fait de cette petite unité un véritable département qui pratiquement prend la place première dans le centre de lutte contre le cancer. Et professeur Pratt, il est clair que dans votre nouveau centre que vous allez construire à Delhi, il va falloir penser à une unité spéciale avec de la recherche de transfert et de l'accès à nouveaux médicaments et des médicaments indiens. Alors voilà comment ça passe, vous connaissez ce schéma qui vous montre tous les domaines dans lesquels on peut intervenir, dans l'immunologie. Eh bien, notre rôle, c'est de mettre sur chacun de ces cibles potentielles un médicament en face. Alors comment on fait pour s'adapter finalement à cette cible mouvante et plastique? Il ne faut pas faire une biopsie pour faire le diagnostic du cancer, il faut faire plusieurs biopsies. Et l'outil maximum qu'on utilise dans le centre de lutte contre le cancer actuellement, c'est la biopsie. Et nous avons des appareils de radio ou d'échographie qui passent toute la journée pas à faire du diagnostic, mais à récupérer un morceau de la tumeur. Il vous faut demain, dans votre centre, avoir un endroit qui est réservé à faire une biopsie. Alors on me disait avant, les malades n'accepteront pas qu'on mette 5 fois une aiguille dans le foie. Les malades comprennent que chaque biopsie apporte une information nouvelle sur la maladie qui est en train de progresser et ils espèrent avec nous qu'on va proposer un traitement qui marchera. Donc les malades sont très compliants quand on leur dit « Est-ce que vous voulez
vous nous donnez l'autorisation pour mettre une aiguille dans le foie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Chaque fois, ils disent oui, parce qu'on essaye, à partir de ce prélèvement, d'adapter un médicament en développement précoce ou un médicament classique. Et la technique de double biopsie est très classique. Pour vous dire l'intérêt des malades pour ces biopsies, on a lancé un programme qui avait cet objectif, et Fabrice André en était responsable, là, et c'était le projet. On attendait 255 malades sur 34 semaines. On a eu 341 malades. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour l'Institut Curie, c'est vrai pour d'autres centres. Actuellement, les malades vont au-devant de ces propositions thérapeutiques parce qu'on leur présente la cible et le médicament ensemble comme potentiel. Alors, qu'est-ce que nous apprend une biopsie? Bien sûr, une biopsie, actuellement, quand on a accès à du matériel correct, on peut faire un séquençage complet de la tumeur, avoir une analyse de tous les gènes et, sur ce séquençage complet, pouvoir noter des mutations, des translocations, des amplifications. Et par exemple, c'est un cancer du sein, on avait identifié des mutations de FGFR, et en face de cette mutation, on avait une molécule qui inhibait FGFR. On l'a proposée aux malades, et je vous montrerai ce type de résultat. Donc voilà le type d'exploration que l'on fait à ce niveau-là. Ce qui est important actuellement dans cette situation, c'est d'enrichir les essais thérapeutiques. Quand on a un taux de réponse de 10% à l'aveugle et qu'on peut monter ce taux de réponse à 30, à 40 ou 50%, parce qu'on sélectionne les 5 malades dans cette population qui vont être les bénéficiaires potentiels, on arrive à faire des essais qui sont beaucoup plus rapidement rentables et qui nécessitent beaucoup moins de malades. Alors l'intérêt de travailler dans ce sens, c'est une des raisons pour lesquelles je suis en Inde actuellement. J'ai rencontré 2 biotech indiennes, pas de Delhi, qui fabriquent des médicaments originaux. Et je leur propose de venir amener leurs molécules en France pour faire le développement en Europe. L'objectif est le suivant. Ça, c'est une boîte chinoise qui nous avait proposé un médicament qui ciblait FGFR et qui s'appelle E3810. Quand on a eu les 30 premiers malades, on a vu qu'il y avait des résultats intéressants et on a dit à la boîte chinoise, est-ce que vous voulez qu'on vous présente à des grandes compagnies? Ils ont dit oui, et parce qu'on croyait notre expertise, on a convaincu un laboratoire français qui est très actif dans la cancérologie actuellement, et que vous connaissez dans le diabète, qui s'appelle Laboratoire Servier, et qui a 6 molécules en développement, et ils ont acheté cette molécule au laboratoire chinois. Je pense que cette dynamique mondiale de la mobilisation des molécules à travers les pays et du développement en Inde, en Chine, en Europe, aux États-Unis, va permettre d'avoir accès pour nos malades à des médicaments très originaux, et je suis sûr, encore une fois, que l'Inde jouera. Alors tout ça, c'était les médicaments classiques ciblés. Et puis il se passe une chose extraordinaire qu'on a évoquée, que mon prédécesseur a évoquée, qui est le shift, la modification complète de la vision de la cible. On travaillait jusqu'à maintenant sur une analyse complète des modifications des gènes dans la cellule tumorale, et en fonction de ce résultat, on y mettait un anticorps ou un inhibiteur tyrosine kinase. Le shift est maintenant radicalement différent. La même cellule cancéreuse est là, mais ce que l'on fait, c'est qu'on cible un lymphocyte qui existe, mais qui est paralysé dans le système. Et sur ce lymphocyte, on installe un traitement, immunocheckpoint, ce dont on rêve depuis longtemps. Le professeur Maté, qui a été un de mes mentors avec le professeur Tubiana, a rêvé toute sa vie, il est mort en 2010, de pouvoir contrôler et tuer la dernière cellule résistante. Et il nous disait, ça ne sera pas la chimiothérapie qui la tuera, ça sera l'immunologie. Il n'y est pas arrivé. Mais en 2011, on a eu les premiers médicaments immunocheckpoint qui ont répondu à ces ambitions et qui ont montré des résultats que je vais vous montrer. Premièrement,
le fait que des malades répondaient et quand on arrêtait le traitement, l'efficacité continuait. Alors il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Sur 100 malades traités, vous en aviez 20% qui diminuaient de taille. Et sur les 20% qui diminuaient de taille, il y en avait, c'était ça la grande surprise, 5 à 10% qui semblaient guéris après 3-4 ans alors qu'on avait arrêté le traitement. On avait relancé la réponse immunologique et celle-ci s'était autonomisée et avait contrôlé la maladie. C'est cette révolution que j'observe actuellement et qui couronne la fin d'une activité de nouvelles molécules qui, pour moi, est impressionnante. C'est ce qu'on obtient avec le nivolumab. Alors, vous avez vu tout à l'heure une courbe qui rejoignait les abscisses. Et voilà la petite différence que l'on a. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ce progrès, mais c'est un progrès de longue durée. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce genre de choses? On voit une chose curieuse qui est indiquée là, qui est le fait que la tumeur augmente au début parce qu'elle s'enrichit en lymphocytes et que après 14, 16 et 18 semaines, elle disparaît et que là, on peut arrêter le traitement et si les lymphocytes ont repris leur rôle majeur, ils maintiennent le contrôle de la maladie. Alors, voilà ce qu'on avait avec les inhibiteurs tyrosine kinase, un effet spectaculaire, mais un résultat identique. Voilà ce que l'on a actuellement avec la thérapeutique immunologique, et voilà ce que l'on espère, c'est-à-dire faire monter ce plateau pour qu'il passe de 10% à 50%. Alors, avec différentes combinaisons d'immunothérapie ou de thérapeutique ciblée, c'est l'ambition que l'on a en ce moment. Et les cibles sont indiquées là, CTLA4, PD1, LAG3, qui a été découvert à Gustave Roussy. Il y a toute une série de cibles qui, pour des récepteurs d'inhibition et au contraire des récepteurs qu'on pourrait activer. Et l'outil essentiel là est l'anticorps monoclonal, plus rarement, mais de manière intéressante, les cellules éduquées qui sont les CAR. Ce qu'il y a de passionnant là-dedans, c'est que ce n'est pas le traitement d'une maladie. Et vous avez ici toutes les tumeurs qui existent actuellement, le glioblastome, le cancer du rein, cancer bronchique, la maladie d'Hodgkin résistante. Dans tous les cas, on a ces taux de réponse de 10%. C'est une révolution transorgane dans les thérapeutiques actuelles. Alors cette diapo, docteur, vous connaissez cette diapo. Je l'ai volée hier, ici, au Centre de lutte contre le cancer. Mes amis français la voient pour la première fois. Et peut-être dans l'audience, vous ne savez pas, mais ça, c'est le plan du futur centre anticancéreux de Delhi, qui va être construit à 20 km d'ici et qui va être le plus moderne du monde dans 2 ans. Et le docteur Singh et le docteur Pratt, qui ont monté ce centre, en ont fait un modèle extraordinaire. Alors, c'est à Badsa, Jarar, et il y a la route qui passe au milieu. Et d'un côté, vous avez tout le système d'accueil d'appartements pour les médecins. Les médecins sont sur place. Ils n'ont pas besoin de faire 2 heures de traversée de Delhi dans les voitures. Et ils travaillent dans un centre qui est indiqué ici, qui est important, hein, 32 acres sur une zone globale qui est de 200 acres. Ce centre de lutte contre le cancer va être un modèle. Il aura les outils les plus modernes du monde. Il aura des molécules en expertise. Il aura une recherche fondamentale et appliquée qui sera très importante. Et il va marquer sans doute les prochains progrès dans la cancérologie. Alors, j'ai cité ça et j'ai ajouté quelques diapos pour le professeur Singh et pour le professeur Pratt, parce que dans le sud de la France, ici, à Toulouse, on a construit, il y a un centre de lutte contre le cancer qui a été ouvert l'année dernière, 2014, et que j'ai eu l'honneur de diriger et de construire. Et ce centre ressemble étrangement à celui qui est construit à côté de Delhi. Ce qui veut dire que, à la fin de ces journées, une des objectifs que l'on va avoir avec le docteur Pratt et le docteur Singh sera de comparer nos dynamiques de ces 2 nouveaux centres et de voir en quoi l'un peut apporter à l'autre. Et ça va être un jumelage des 2 plus récents centres de lutte contre le cancer de
France. Alors, le nôtre a été construit avec d'autres raisons. Il y a eu, le 21 septembre 2001, après les attentats de New York, une explosion d'une énorme usine à côté de Toulouse, sur le bord de la rivière, ici. Et c'est sur le site de cette explosion qu'on a construit le Centre de lutte contre le cancer, que vous voyez ici, qui a une forme très curieuse, on dirait un McDonald's, M, hein, et qui a un énorme programme de recherche qui est associé au traitement à côté. Alors ce centre, il est entre les laboratoires Pierre Fabre, les laboratoires Sanofi, un incubateur de biotechnologie et un grand cyclotron expérimental. C'est un campus de cancérologie qui devrait répondre demain à toutes les ambitions des jeunes cancérologues qui voudront se battre contre cette maladie. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont adhérées. D'abord, il y avait un vieux centre, c'est comme le centre qui est à Delhi, qui était au milieu de Toulouse, de la ville de Toulouse, et qui va fermer et qui va se transférer là-bas. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une recherche académique importante qui était à plusieurs endroits dans la ville et qui va se concentrer sur le même endroit. Il y aura 2 fois moins de lits que chez vous, 312 lits, mais ils tourneront très vite avec un gros service. Le prix est le même, 300 millions d'euros. Le vôtre, c'est 250 millions d'euros. Dans les 2 cas, c'est l'État qui a payé entièrement tout. Fait important, la recherche publique sera importante. Et dans la recherche en France, vous avez le CNRS et l'INSERM. Et vous avez la chance, à Delhi, d'avoir le représentant international de l'INSERM qui est à l'ambassade de France et qui vous racontera tous les programmes de cancérologie. C'est là, professeur Rath et professeur Singh, que vous allez aller l'année prochaine. Vous allez être invité pour visiter ce centre, pour discuter, pour voir ce qui va être fait. Et en sachant quand même que chez nous, on n'a pas honte de se marier maintenant, ce qui était le cas un peu avant, avec les grosses compagnies, parce qu'il y a une intelligence dans ces grandes compagnies pour inventer de nouveaux médicaments. Et sur le site, vous avez Pierre Fabre, Sanofi et Glaxo qui seront actifs. Voilà un petit peu les projets de médecine personnalisée français. Je vous ai raconté le plan cancer, plus un petit système particulier qui est celui de Toulouse et de Gustave Roussy. Et ce que je vous invite, c'est venir à Paris l'année prochaine parce que à Paris, il va y avoir le congrès mondial de l'Union internationale contre le cancer. Et l'Inde joue un rôle très important dans l'Union internationale contre le cancer. Et si vous venez, vous participerez au congrès, et bien sûr, vous aurez une place privilégiée pour visiter le centre du cancer. Vous pourrez voir la Tour Eiffel, s'il n'y a pas trop de brouillard, parce que de temps en temps, maintenant, c'est comme à Delhi, il y a du brouillard. Mais c'est dans ce site que l'on sera heureux de vous accueillir. Je vous remercie de votre écoute.